C'est maintenant le moment des questions-réponses. Je voudrais en premier donner la parole à si vous voulez bien, si Mathieu Garcia veut bien nous rejoindre sur scène, donner la parole à Mathieu Garcia qui est dirigeant d'Emenda. Je reviens un tout petit peu en arrière. On a parlé tout à l'heure d'Energy Sprong et tout à l'heure Florent Loussoirne pour Pouget évoquait le projet MASH. Et c'est vrai que quand on parle d'Energy Sprong en Pays de la Loire, on a quand même envie d'en savoir un peu plus sur MASH. On est en pleine période, si j'ai bien compris, d'appel d'offres. Alors, pour le compte, je crois que vous êtes assistant maître d'ouvrage aux côtés de l'Union sociale de l'habitat. Vous pouvez nous dire un petit peu où est-ce qu'on en est? Avec plaisir, Pierre-Yves. Bonjour à tous. Donc moi, je représente une équipe d'AMO qui est composée de CETEC, qui est mandataire en charge de la procédure, de LPA, le FEUF Pelletier Associé, donc cabinet d'avocats, de Patch Conseil, Pascal Chazan sur la partie Indus, et puis donc de Emenda, qui est la société que je co-dirige, pour la partie effectivement technique. Alors notre équipe, elle appuie une centrale d'achat qui s'appelle MASH en l'occurrence, et qui a été constituée donc par 14 bailleurs bretons, enfin ligériens d'abord, parce qu'il y en a 12 quand même, et bretons, il y en a 2 effectivement, et cette centrale d'achat, donc elle est présidée par Axel David, qui est le directeur général de l'USH des Pays de Loire. Donc concrètement, le sujet, c'est quoi? C'est 2200 logements qui ont été apportés dans un pot commun par l'ensemble de ces bailleurs, avec un objectif de rénovation Energy Sprong, donc E égale 0 sur 30 ans. Un peu comme on l'a vu tout à l'heure. Exactement, comme on l'a vu tout à l'heure. Et je suis en train de me dire que j'ai oublié mon masque. Pardon, Pierre-Yves. Non, mais sur scène, on est les seuls autorisés à ne pas porter de masque. Désolé pour le suivant. Bon, voilà, donc 2200 logements avec un objectif égal 0 sur 30 ans, effectivement, avec des bailleurs qui ont mis la barre très très haut en termes d'ambition, à la fois pour leurs locataires, puisqu'il s'agit d'apporter un bouclier énergétique. On a vu la présentation tout à l'heure, ça c'est le même sujet, diviser par au moins 4 les consommations énergétiques et surtout les contrôler dans le temps. Voilà, c'est une ambition pour leur patrimoine, puisqu'il y a quand même des montants conséquents qui sont mis sur la table. Je donne le montant qui diffuse dans le règlement de consultation, donc je ne m'engage pas. Donc c'est 85 000 € TTC par logement, c'est inhabituellement élevé. Donc une grosse ambition pour leur patrimoine, s'agissant de redonner un cycle de vie complet à ce patrimoine. Et puis une ambition territoriale, puisque ces 14 bailleurs, ils couvrent quand même 4 départements du coin. Donc voilà. Juste, tu poses la question, enfin vous posez, la question sur la procédure. Alors c'est un moment qui est important, puisque dans 2 jours, les maîtres d'ouvrage réceptionnent les offres d'une quinzaine de groupements, voilà, sur 5 lots. Un travail absolument titanesque qui a été produit par ces équipes, avec pas moins de 60 séances de négociation qui ont eu lieu en mai, juin, juillet. Donc la période précédente, l'été, a été un peu sport pour tout le monde. Voilà. Et donc les offres finales qui sont remises en septembre. Finales, pourquoi? Parce que c'était un dialogue compétitif, avec des offres initiales qui avaient été remises avant les vacances. Et donc rapidement, des conclusions qu'on espère bonnes pour le territoire. Et moi, simplement, ce que je peux me souhaiter peut-être, c'est de témoigner, d'apporter un premier témoignage l'année prochaine. Prochain Energy Meeting. Exactement, dans un an. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Si vous voulez bien récupérer le micro, madame. Pour l'ensemble de nos intervenants de la matinée, pour les retours d'expérience, Jean-François Marie, mais les différents intervenants qui sont restés avec nous. Madame, là-bas. Alors, c'est au milieu. Mais je crois que le micro vous arrive. Très bien. Si vous voulez bien vous présenter en même temps. Bonjour, oui. Je suis Géraldine Samé, du bureau d'études Tribu, bureau d'études développement durable. Et j'aurais une question pour Bertrand Aubry de Magna. Bertrand Aubry qui est encore avec nous, si vous voulez bien nous rejoindre. Je vous remercie pour votre présentation. Alors, Bertrand Aubry est remercié, et puis... Alors, j'ai une question un peu... je suis très... je suis désolée. Si vous voulez bien vous approcher, Jean-François. Voilà, quand on se voit à la lumière. En fait, j'ai une question sur l'enduit à la chaux, sur l'isolant extérieur biosourcé. Il me semble que Pavatex a un avis technique avec un enduit beaucoup plus classique.
Et je suis très curieuse de savoir ce qu'en a dit votre bureau de contrôle. Est-ce que ça a posé un souci à un moment donné et comment vous avez réussi à le mettre en place, si c'était compliqué ou pas. En tout cas, ça m'intéresse. Merci beaucoup. Merci pour cette question. Je ne sais pas si je vais avoir toutes les réponses pour ça. Je regarde si François est là dans la salle. Ah oui, si, il est là, voilà, très bien. François, c'est le chef de projet qui a suivi le projet de long en large, en travers pour Magnum, en collaboration avec RC Planas pour la conduite du chantier. Alors, effectivement, il y avait cette contrainte, on l'a rappelé tout à l'heure, sur la mise en œuvre d'un enduit à la chaux parce que le site le nécessitait. Et puis notre envie était associée à ça, de savoir quelle qualité on pouvait mettre en œuvre sur ça. Et donc François a fait un gros travail quand même de collecte d'informations sur les enduits. Il est devenu expert enduit à la chance sur tous ces sujets-là. Alors, on ne m'a pas remonté de contre-indication par rapport à la mise en œuvre des enduits. Donc, en fait, on a eu l'accord du bureau de contrôle sur le type d'enduit et sur, effectivement, c'est du Pavatex, hein, que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est de la fibre bois en panneau rigide, donc c'est un Pavatex. Et on n'a pas eu de contre-indication par rapport à ça. Et si vous voulez bien lever le bras, comme ça, vous poursuivrez la discussion avec lui dans quelques instants. Une autre question ? Moi, j'avais une question sur l'organisation du chantier. On a peu parlé de la durée, du nombre de personnes impliquées, du nombre de compagnons sur le chantier de Rouen. Donc c'est une quinzaine d'ingénieurs au niveau de l'équipe d'encadrement. C'est 50 entreprises qui sont essentiellement des entreprises du bassin rouennais et puis 150 compagnons en pointe. Et qu'est-ce qui est duplicable de ce que vous avez mis au point là? Est-ce que vous voyez demain d'autres points que vous pouvez dupliquer? On organise actuellement un retour d'expérience significatif sur l'aspect logistique pour voir comment on peut transposer cette organisation plutôt grand chantier sur des chantiers de moindre taille, parce qu'on est convaincu de l'intérêt de cette organisation en termes de performance globale de l'opération. Le sujet de la menuiserie extérieure est un bon sujet parce qu'on est souvent confronté à un remplacement répétitif sur des opérations soit de logement, soit d'opérations tertiaires d'ampleur importante. Donc cette petite machine, cette petite invention certainement fera des petits. Il faut l'améliorer, la mécaniser, l'électrifier sûrement. Voilà, donc c'est quelques sujets comme ça qui seront de toute façon repris. Et puis, dernier point, comme on est dans la matinée rénovation, il y a beaucoup de chantiers en site occupé en rénovation. C'était votre cas, on l'a entendu dans Energy Sprong. Là, dans le tertiaire, quelle est la particularité d'un chantier en site occupé? Comment vous avez fait déménager continuellement les gens? Comment vous avez procédé? Oui, alors il y a eu des opérations tiroirs pour vider une partie du bâtiment et nous permettre d'engager les travaux. Je crois que la clé de la réussite sur ce thème-là, c'est d'associer très en amont les usagers, parce qu'effectivement, on les déménage, on les bouscule de leurs habitudes. Certains agents étaient dans la cité depuis une trentaine d'années. Donc il faut que toute cette organisation soit comprise, soit anticipée, soit accompagnée pour générer la satisfaction utile à la réussite du projet. Et un des secrets, c'est affecter des moyens à cette question-là. Si on fait l'impasse là-dessus, on part devant quelques soucis. Je pose peut-être aussi la question à M. Aubry. Si on n'affecte pas des moyens à la relation avec les personnes qui vivent sur le site, on prend quelques risques. C'est primordial, vous avez complètement raison. Il faut savoir d'abord entendre, bien ajuster la programmation, comprendre les besoins et les attentes à travers ça, et puis dialoguer, informer. On sait toujours que le temps du chantier en site occupé est un moment de stress, un moment à vivre avec beaucoup plus de tension. Et on le sait, à chaque fois qu'on évoque une notion de calendrier, de planning de fin, si on ne se donne pas un temps d'échange suffisant avec le maître d'ouvrage pour définir une marge de manœuvre embarquée, tout délai de retard est vécu de manière accrue et mal ressenti. Et c'est logique. On intervient dans un site où il y a des personnes qui travaillent, c'est le plus quart de notre temps sur le lieu de travail, donc autant leur donner un maximum d'informations préparées. Voilà.
Oui, au-delà des moyens, je crois que ce qui est important, c'est de mettre en place la bonne concertation, donc une capacité d'écoute partagée par l'ensemble des intervenants tout au long du projet. Et puis, on est dans une mission d'accompagnement au changement aussi. Donc, l'État joue, sur la cité administrative, l'État joue son rôle en la matière, mais le concepteur-constructeur doit également intervenir pour aussi expliquer les usages du nouveau bâtiment, parce que la façon de se comporter dans un bâtiment des années 2030, nous y sommes, est bien différente de la façon d'utiliser un bâtiment des années 70. Donc ça passe aussi par une explication de comment fonctionnent les installations, quand faut-il ouvrir les fenêtres ou ne pas les ouvrir, comment faut-il piloter l'éclairage, est-ce que 19 degrés c'est suffisamment confortable dans un bureau quand parfois des agents chauffent avec des convecteurs électriques d'appoint à 25 degrés. Donc il y a aussi ces choses-là. Ils ont ramené leur convecteur électrique. Je pense qu'ils vont le faire, mais on sera tous au rendez-vous pour expliquer que c'est pas la bonne démarche. Donc voilà, c'est important effectivement d'accompagner. Une dernière question. Alors il y a deux questions et puis après on va terminer, on va aller rejoindre nos exposants. Monsieur, et puis juste 2 rangs avant. Oui, bonjour, Yoann Leloutre de la MAPES, mission d'appui pour la performance des établissements de santé. Sauf erreur de ma part, sur les 2 premières interventions, on a vu les gains estimés théoriques suite aux rénovations. Qu'en est-il du coup des gains énergétiques réels suite à ces rénovations? Alors, sur les premières interventions, est-ce qu'il y a encore dans la salle des personnes qui... Si vous voulez bien répondre, madame, il y a un micro qui va vous être donné. Et ça, vous êtes maître d'ouvrage, donc vous êtes directement concerné par cette question des gains énergétiques réels. Je ne suis pas maître d'ouvrage puisque je suis d'Energy Sprong, mais en tout cas, on regarde attentivement les consommations réelles après rénovation, puisque c'est le principe de la démarche d'atteindre énergie zéro après rénovation. Et donc, sur l'ensemble des projets qui sont sortis pour le moment Energy Sprong, on atteignait bien le énergie zéro. Donc, à savoir, on produit autant qu'on consomme en partant du principe que la consommation ne doit pas dépasser les seuils Passive House. Voilà. Et puis une dernière question, monsieur. Bonjour, Antoine Geffroy, région des Pays de la Loire. J'ai une question vis-à-vis de la cité administrative de Rouen, donc monsieur Marie. Vous évoquiez l'intervention d'un space planner. Ça me fait écho avec le décret tertiaire et le nouveau facteur d'usage dans les bâtiments. Quel a été le cahier des charges de ce space planner? Est-ce qu'il y a eu un enjeu sur une densité d'occupation, etc. Alors oui, parce que l'État a normé en fait la surface affectée à chacun des agents en fonction des différents métiers, des différentes fonctions. Donc il y a eu un travail effectivement de traduction de ces surfaces par du plan. Et on a travaillé en 2 couches. On a fait d'abord ce qu'on appelle un macro-zoning, c'est-à-dire qu'on a poussé une réflexion avec les directions pour savoir dans quelle zone du bâtiment, en fonction du service rendu au public, ces directions devaient être idéalement positionnées. Donc ça, c'est le début de la réflexion, c'est le macro-zoning. Et une fois qu'on a affecté donc, des parties de bâtiments à ces directions, on est rentré dans une démarche de micro-zoning. Donc le micro-zoning, c'est chacune des directions qui définit un cahier des charges. Donc chacune avait une autonomie, il y a une quinzaine de directions dans la cité. Chacune avait sa propre autonomie en fonction des métiers. Pour effectivement rentrer dans le détail de la surface, quelles sont les zones qui doivent être des zones de confidentialité, quelles sont les zones qui peuvent être ouvertes, quels sont les besoins en termes de zones de convivialité. Donc l'ensemble des discussions ont pris, pour illustrer, un délai de 9 mois. Entre le moment où on a démarré le micro-zoning et le moment où on a abouti le micro-zoning. Quand je dis abouti, c'est avec la bénédiction de l'ensemble des agents, puisqu'il y a des organisations syndicales qui sont très partie prenante dans ce type de réflexion, avec aussi une difficulté, une opportunité, en tout cas une nécessité de comprendre comment les services de l'État fonctionnent aujourd'hui et quelles sont les prévisions dans le court et moyen terme, puisque tout ça est quand même très, très, très mouvant. Donc cet aspect de prospective était intéressant. Et le Space Planner nous a apporté une vraie compétence en termes d'ergonomie de poste de travail, de projection, de prospective,
qui a fait l'objet d'ailleurs de beaucoup de débats, de beaucoup d'échanges avec les différentes Et qui était le directions. commanditaire du Space Planner? C'était la préfecture ou c'était vous? Il était en assistance maîtrise d'ouvrage ou en maîtrise d'œuvre? Sur le projet de la cité administrative de Rouen, le Space Planner fait partie du groupement de conception-réalisation. De votre Donc équipe. il est membre de la maîtrise d'œuvre. Très bien. Mais merci beaucoup. Si vous voulez bien applaudir une dernière fois tous nos intervenants. On se retrouve à 11h30 dans cette salle pour poursuivre les réflexions et les retours d'expérience sur la rénovation dans le bâtiment. Bons échanges.